La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau rendez-vous de votre TVR BPGO Business Club. Vous le savez, l'économie décryptée par ceux qui la font, et cette émission enregistrée le 6 juin est une émission un peu particulière. Non seulement elle est décentralisée dans la cité du Ponant, nous sommes à Brest, à quelques heures d'un départ historique, cette flamme olympique qui embarquera sur le Maxi Banque Populaire 11, skippé par Armel Lecléache et Sébastien Josse, avec un équipage de rêve. On vous en parlera, mais c'est une émission où nous allons voir que les politiques, avec le secteur économique, peuvent faire de très très belles et de très grandes choses. Merci aux 4 invités présents sur ce plateau depuis le toit terrasse pratiquement du Barracuda. Merci à vous, Maël de Calan. Vous êtes le président du conseil départemental du Finistère, là où tout commence. Absolument, bonsoir à tous, bienvenue à Brest. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, merci Benoît Cattel, vous êtes le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Bonsoir et merci de votre invitation. Merci, vous allez nous parler de cette flamme olympique parce que 8 passages dans 8 villes sur 12 départements, 3 régions, et vous avez pu vraiment voir l'engouement exceptionnel du passage de la flamme, qu'il s'agisse d'Angers, de Rennes et puis d'autres endroits. Et puis 2 vice-présidents, le vice-président de la région Bretagne, Pierre Pouliquin, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Bonsoir, très heureux d'être parmi vous. Et à côté de vous, Patrick Appéré, vous êtes adjoint au maire de Brest. Merci d'avoir répondu également à cette invitation. Vous êtes adjoint au sport et même au niveau national, vous avez de très belles fonctions. Oui, bien sûr, mais ici c'est Brest, vous savez bien. Et donc, à la hauteur où on se trouve, avec la vision qu'on a sur cette belle rade de Brest de 180 km², on a là de très beaux bateaux, de très grands marins et de très belles histoires à raconter. Alors je sais qu'il y a une histoire qui sera énormissime à raconter. Elle aura lieu demain. C'est l'arrivée de cette flamme olympique. Elle est attendue par tout un département, par toute une ville, par toute une métropole. Ça a dû demander vraiment un travail en amont conséquent. Bien entendu. Un travail même extrêmement exigeant. Puisque vous le savez comme moi, on est dans une situation internationale extrêmement particulière qui nécessite de placer les questions de sécurité en premier et de regarder derrière comment on organise cette extraordinaire fête. Donc il a fallu faire les deux, donc c'était très exigeant pour nos services, très exigeant de travailler tous ensemble pour trouver à la fois les bonnes formules qui permettent effectivement de garantir la sécurité pour tous ceux qui seront autour de cette fête et en même temps faire en sorte qu'on fasse ici quelque chose de grandiose. Et je crois que ça va être, enfin je ne crois pas, je suis certain, demain ça va être ici quelque chose de phénoménal. Alors, les départements se sont fortement mobilisés. Il y en a 3 sur 4 en région Bretagne, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et le Finistère. Lorsque vous avez vu cette opportunité de sentir le vent de l'olympisme venir jusque dans ce magnifique département, vous avez dit banco tout de suite, Maël de Calan? On a dit banco très rapidement, mais après avoir bien réfléchi la question, et on a dit banco puisque c'était au département qui revenait de faire venir et de financer le passage de la flamme aux côtés de l'État. Et on l'a fait pour 3 raisons. D'abord, mettre à l'honneur le mouvement sportif. On a des milliers de bénévoles qui font vivre les assos sportifs dans tout le Finistère. C'était une manière pour nous de les mettre à l'honneur, de leur dire merci.
Ensuite, créer, on le voit dans toute la France, hein, les conditions d'une forme de communion, d'engouement. Il y a tellement de raisons aujourd'hui de se diviser, de se désespérer, que d'avoir des moments, de se rassembler, ça nous semblait être de bonne politique. Et puis la troisième et dernière raison, qui ne sera pas la moindre, c'est d'attirer la lumière sur le Finistère, de montrer le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos paysages, de notre musique, des gens qui habitent ici. Aussi dans une perspective économique, hein, une perspective de tourisme. On a un département dans lequel des milliers d'emplois dépendent du tourisme et il appartient au département régulièrement de faire vivre cette industrie. Et le départ de la flamme sur le maxi trimaran, l'ultime d'Armel et de Sébastien Josse, c'est un peu la cerise sur le gâteau, puisqu'on voulait braquer la lumière sur le Finistère. On ne va pas être déçus. Le fait qu'il y a d'autres ports qui auraient pu prétendre, hein, depuis La Rochelle et les Sables-d'Olonne jusqu'à Lorient, à ce départ vers les Antilles. On est très très heureux que ce soit Brest et le Finistère qui aient été retenus. On va vous entendre, Benoît, bien évidemment. Juste un mot quand même. La ville de Brest, on voit ce décor extraordinaire, cette rade, tout le monde nous l'envie. C'est aussi le point de départ des grandes aventures, des grands tours du monde. C'est aussi ça, Brest. Ah mais bien sûr, Brest, c'est à la fois ces grandes aventures. Je pense au Jules Verne et je voyais quelques grands marins qui sont parmi nous aujourd'hui et qui ont joué à ce jeu de partir de Brest et de s'en aller seuls quelquefois ou en équipage, mais quand ils sont tout seuls et qu'ils font ce grand tour, c'est assez extraordinaire. Et puis, on a fait effectivement les ultimes qui sont partis cette année pour la deuxième édition, un succès considérable, près de 150 000 Brestois présents et une aventure exceptionnelle. Ils sont rentrés les uns derrière les autres. C'est compliqué, ça. On n'arrive pas, comme le peloton du Tour de France, tous dans le quart d'heure. Non, ils sont arrivés des jours les uns après les autres, et les Brestois, les pays de Brest, le Finistère, tout le monde est venu les accueillir d'extraordinaire manière. Pour fixer un peu ce cadre, je termine avec vous et ensuite on va parler de l'aventure de la flamme olympique. Mais la région Bretagne, c'est une terre de sport parce que je vous vois aux quatre coins du département et même à travers l'Hexagone et des fois à l'étranger. Parce que le sport, demain, ce sera du rugby directement dans le sud de la France. C'est la montée du Stade brestois 29, cette accession en Ligue des Champions historique, remarquable, fantastique, où on a vu qu'une équipe pouvait faire la différence. Mais vous êtes fier de porter le sport en région Bretagne, Pierre Pouliquen ? Oui, très fier, parce que c'est comme le disait le président du conseil départemental du Finistère, la Bretagne, c'est avant tout 700 000 bénévoles. Ce sont des gens qui pratiquent tous les jours, qui donnent tous les jours du bonheur aux enfants, qui sont du plus petit niveau jusqu'au haut niveau. Et c'est vrai que le sport donne des émotions. Alors, il y a des émotions extraordinaires, des émotions qui nous font un peu plus mal au cœur. Les fins de saison sont difficiles pour nous, sont heureuses, moins heureuses. Mais s'il est vrai que le sport en Bretagne, ça reste encore la région en France, la première en nombre de licenciés vis-à-vis des habitants, par rapport au nombre d'habitants. Donc on est très fiers de ça. Et c'est vrai que la chance que l'on a en Bretagne, c'est justement d'avoir des collectivités qui sont là pour servir de levier, qui sont là pour aller vers ce qu'elles doivent aller, et des entreprises qui sont présentes, parce qu'on a un tissu d'entreprises exceptionnel en Bretagne qui accompagne nos clubs de haut niveau, mais pas que. Et donc, évidemment, on est ravis. Samedi, je ne pourrais pas être là demain, parce que samedi, je pars demain pour aller à Toulouse, en espérant que le RC Vannes gagne contre Grenoble. Et l'histoire sera encore ouverte par rapport à une montée du rugby breton en top 14. Sachant quand même que le rugby au féminin est déjà au très haut niveau depuis longtemps avec le Stade Rennais. Il faut le dire et le rappeler. Alors, Benoît Cattel, une fois qu'on a placé un peu et planté le décor, cette flamme olympique, parce qu'avoir les JO chez soi, c'est une fois par siècle, c'est cette année, 2024. Racontez-nous comment la Banque Populaire s'est positionnée sur ce fameux relais de cette flamme qui traverse l'Hexagone, qui va aller aussi dans les contrées ultramarines. C'est un engouement populaire qui a été facile à monter ou ça a été avec beaucoup d'acharnement ? Je vais présenter les choses ainsi. Quand les banques populaires, on est en 2018, c'était il y a 6 ans, décident de devenir sponsor des Jeux Olympiques à l'échelle de la France.
En fait, c'est à la fois de l'émotion. On se dit, on décide sur quels critères. Alors, il y a des critères économiques dans notre monde, comme ailleurs, mais il y a aussi le critère du cœur, et puis ce qu'on est, ce qu'on représente, l'image qu'on véhicule. Et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va apporter ? Et au départ, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas comment on va tirer les fils, mais on dit on y va. Et en fait, c'est l'esprit Banque Populaire, c'est cette idée d'entreprendre. Et on sait que les stades olympiques et para, ils vont être pas partout, ils sont plutôt concentrés quand même dans un lieu, dans 2 lieux, peut-être 3, mais voilà, on n'était pas sûr. Et donc on s'est dit, comment incarner ça au niveau de chacun de nos territoires, puisqu'on est 13 banques populaires et sur des territoires, et ici c'est la Bretagne, Pays de Loire pour ce qui nous concerne, et on a dit la flamme c'est le truc génial, quoi. C'est le truc qui va nous permettre de rendre de la consistance, apporter des éléments de preuve et faire vivre dans nos régions cette étincelle, cette lumière qui va porter, qui nous porte. Et je crois qu'on commence à voir les retombées, mais le jour où on décide, on ne sait pas comment on va faire, et à la fin, on a une réussite. On parle souvent des valeurs de l'olympisme. On peut vraiment les toucher en communication interne comme externe. C'est quelque chose qui se partage. Oui, alors c'est des sujets de valeur, mais on est aussi le public et le privé. On a plein de choses qu'on partage. On a aussi des visions économiques. Donc sur la partie valeur elle-même, oui, c'est ce que représente le sport. Le sport, on peut tirer les éléments de santé, on peut tirer la cohésion des habitants, des territoires. Il va y avoir des athlètes qui viennent du monde entier, qui vont respecter la même règle et sans se poser la question de savoir s'il faut remettre en cause la règle, jouant avec la même règle, essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et en fait, je crois que ça structure aussi, et je crois que vous l'avez dit, ça structure aussi une façon de penser de la société, une vision de la société. Et voilà, en tant que banque populaire, ici sur le Grand Ouest, avec mes collègues des autres banques populaires, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a beaucoup de sportifs parmi nos clients. Puis parmi nos entrepreneurs, on a aussi des gens qui entreprennent dans le sport, et en tirant le fil, ça irrigue beaucoup de nos sociétés. Expliquez-nous ce que vous avez pu vivre à Angers, à Rennes, dans d'autres contrées, parce que vous avez 8 villes vraiment où passe la flamme. Oui, alors c'est assez indescriptible. Mais si vous regardez les images à la télé, vous voyez, mais vous n'entendez pas, vous ne sentez pas, vous ne pouvez pas palper. Mais quand vous voyez des enfants d'une classe alignés là et attendre parfois une demi-heure, 3/4 d'heure, sages derrière, et voir les yeux qui s'émerveillent parce qu'il commence à y avoir les convois, puis après la flamme qui arrive, portée par un vous et moi. Enfin, je veux dire, ce sont des Français en situation de handicap, des Français qui nous ressemblent, des Français qui ont fait des exploits, des Français, des Bretons. Et eux-mêmes ils marchent. Normalement, ils devaient courir. Mais en fait, il n'y en a aucun qui court. Ils marchent. Et on voit là, c'est cette association et cette communion. Ça a fait des choses extraordinaires. À Angers, je crois qu'il y a eu 12 000 personnes sur le chaudron parce qu'il y a des lieux de rassemblement. À Rennes, il y avait un monde pas possible. Au Sable d'Olonne, ça se termine dans des festivités. Les collectivités qui souhaitaient en faire des événements ont fait des choses extraordinaires. Et ça passe dans des lieux en plus emblématiques. Demain, ce sera sur votre territoire. Enfin, vous en parlerez mieux que moi, mais vous allez voir, ça va être extraordinaire. Je pense que ça a été une grosse émotion pour Armelle d'être relayeur au Sable d'Olonne, parce que forcément, ça a imprimé sur sa victoire. Voilà. Alors à Armelle, on lui demande de toujours être premier. Voilà, il faut qu'il termine premier. Et là, on lui a demandé d'être le dernier, puisque c'est lui qui est arrivé sur le chaudron pour mettre la flamme. Il se débrouille bien aussi, mais il ne faut pas qu'il perde son objectif quand même pour les fois prochaines. C'est l'objectif premium. Voilà, mais il a fait ça, et puis on sentait de l'émotion lui-même. Il a fait le tour du chaudron, et vous savez, quand il met la flamme et il la baisse pour allumer le chaudron, il l'a fait aussi tout doucement, et on sentait à distance, mais on sentait vraiment de l'émotion. Et puis tout le monde le regardait avec des yeux écarquillés, parce que c'est un marin, vous l'avez dit, il est parti là, c'était il y a quelques mois, et quand il est rentré, il y avait des milliers de personnes là sur cette rade, avec une ambiance. Il était 11h30 du soir, minuit, et voilà, c'est ça. Et donc c'est ces représentations là du sport qui aussi structurent, de notre point de vue, une société, et qui rendent les choses possibles entre nous. Alors on va parler justement au niveau du département du Finistère, et puis on va zoomer ensuite sur Brest. Comment ça se prépare, Maëlle de Calan? Il faut trouver les lieux, parce que forcément derrière il y a des cartes postales
magnifique, remarquable. Il faut oublier personne. Faut donner un petit peu une vision de l'Armor et de l'Argoat au niveau du département. Comment ça s'est passé en amont ? Alors d'abord, il y a ce que le département ne fait pas. Le département ne gère pas la sécurité. Grâce à Dieu, c'est le préfet qui s'en mêle. Parce que c'est pas, l'adjoint au maire le disait tout à l'heure, c'est pas une mince affaire. Le département, il devait d'abord choisir les lieux. Il devait en choisir 7, pas un de plus. Il y a 2 choix qui s'imposaient, qui étaient Brest et Quimper, les 2 principales agglomérations du Finistère. Je parlais tout à l'heure de communion, de grands rassemblements, de grandes fêtes populaires. Nous, on le fait d'abord pour ça, on le fait pour les Finistériens. Et donc, de permettre au maximum de Finistériens d'y accéder, c'était de choisir ces 2 grandes agglomérations. On est très heureux de la coopération qu'il y a eu. Et puis après, c'était des lieux dans le Finistère. Il n'y a pas que des Finistériens qui nous regardent, mais qui étaient à la fois très emblématiques pour nous-mêmes, comme habitants de ce beau département dont on est fiers, dont on voulait montrer à la France et au monde à quel point il était beau, et puis pour aussi embarquer le maximum de Finistériens qui soient répartis sur le territoire. Donc on commence à Port-la-Forêt. Le premier porteur de la flamme, ce sera Jean Lecam, qui partira l'an prochain sur le Vendée Globe à la tête d'un bateau qui s'appellera Tout commence en Finistère, Armor Luxe, qui est un défi finistérien, 100% finistérien, qui partira sur un tour du monde. Donc c'est le premier porteur, Port-la-Forêt. Ensuite, vous avez tout un tas de lieux emblématiques. La Pointe de la Torche, où aura lieu un relais de la flamme en surf. Donc je ne sais pas s'il y a des bénévoles ou des volontaires ici pour le... Sacré défi technique, hein. Ça, comme on dit souvent, c'est pas un sport de masse. La Pointe de la Torche aurait peut-être dû accueillir les compétitions de surf. C'est une bataille qu'on a perdue. On en parlera tout à l'heure. Bon, Marseille donnera de belles images, mais à la Torche, ça aurait été ça aurait été plus superbe, spectaculaire. hein. La Ouais. Pointe du Raz, qui est le site le plus connu du Finistère. La chapelle Saint-Michel de Brasparts, qui a brûlé il y a 2 ans et qui est un lieu très emblématique de la Bretagne intérieure. Et puis enfin, absolument dans les Monts d'Arrée. Puis enfin, Plougastel d'Aoulas, où il y a un grand centre d'entraînement au skateboard. Et puis Brest, où le dernier porteur de la flamme, qui sera aussi le premier du relais des océans, sera Armel Leclerc. Et peut-être pour conclure, pour le département, avec la région, avec Brest, mais qui cherche à dire que l'avenir de la course au large est dans le Finistère et pas seulement son passé. On a inventé la course au large à Port-la-Forêt. Le fait d'avoir un premier et un dernier porteur qui sont tous les deux des grands navigateurs, c'est un symbole qu'on est très heureux d'envoyer, notamment à nos amis de l'Orient. Alors justement, Patrick Appéré, préparer dans une ville, dans une métropole, l'arrivée de la flamme, ça demande aussi, on a dit, la sécurité, le préfet, mais vous, c'était donner avant tout du plaisir. Je sais que Pierre Pauliquin parle de boîte à bonheur, c'est ce que vous allez essayer de faire demain ? Oui, alors à la fois donner du plaisir, mais aussi donner de la fierté. Enfin, vous le voyez, quand vous êtes élu à la ville de Brest, vous avez une responsabilité extraordinaire au regard de cette belle géographie. Alors, quand on vient de Paris, vous expliquer qu'on va faire un parcours, les premiers parcours qui nous étaient proposés, c'était pas ce qu'on souhaitait. Et vous le voyez, on part du Moulin Blanc, on part de l'eau et on arrive à ce quai et on montre là un Brest du nautisme exceptionnel. Et on va les faire passer, cette flamme, dans des endroits qu'on aime beaucoup. Quelle est l'idée ? L'idée d'abord, c'est de rendre que les Brestois ou ceux du Finistère repèrent bien quelle est cette belle ville qui s'est construite tout doucement, qui progresse, qui avance avec son tram, avec cette économie, avec tout ce qu'on est en train de bâtir. Et en même temps, qu'ils se rendent compte de cette chance qu'on a ici d'habiter là, d'être dans ce territoire magnifique qui nous permet à la fois de faire du sport pour ceux qui aiment l'athlé, le foot, etc., mais qui nous permet en 5 minutes d'être sur l'eau avec une planche à voile, après son travail, de faire son petit tour, de rentrer, de reprendre sa voiture, d'arriver chez soi et de se dire « passer un excellent moment aujourd'hui ». Vous avez essayé de faire des estimations sur le nombre de milliers de personnes ? À chaque fois qu'on fait ça, on se trompe. Alors, on avait fait, vous savez, on a une riche expérience brestoise puisqu'on a accueilli plusieurs fois les grands départs du Tour. On se dit toujours, ça va être... mais c'est toujours plus que ce qu'on imaginait. C'était noir de monde sur le Tour de France. Sur les ultimes, il y a 150 000 personnes. Il faut voir ces cathédrales sur l'eau. Les gens qui arrivent, qui regardent ça, ce village qui avait été construit, et puis on épouse au fond l'histoire de ces grands marins très rapidement, et on se dit,
ils sont partis sur une aventure exceptionnelle et les gens suivent ça de très près. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais la régatta qu'ils ont organisée. Virtual Regatta. Voilà, qui font. Moi, j'ai des tas de copains qui disent ils se levaient la nuit pour repérer si le bateau. Alors, leurs épouses étaient quelquefois un peu énervées en leur disant ça suffit. Mais ils ont fait tout ça. Ça montre de l'émotion, ça montre une envie de vivre les événements. Et je trouve que justement, il y a des liens très étroits entre ces grands événements. Là, quand même, vous le dites vous-même, tous les 100 ans. Ça veut dire que là, si on se débrouille un peu et qu'on arrive à faire un peu de film sur nous-mêmes, nos arrière-petits-enfants, ils diront il y était, lui. Et enfin, je dis ça parce qu'il m'arrive, mais il vous arrive à tout le monde ici, de regarder les films des années 50 ou des années 20, et on voit des gens, le président de la République de France qui est là à Brest, un bonhomme avec un chapeau sur sa tête. Mais ça sera nous qu'on verra demain, parce que ça, tout le monde s'en souviendra, et tout le monde sera fier de ce moment-là. Donc, forcément, eh ben oui, on va faire ça demain de façon exceptionnelle. Pierre Pouliquen, travailler une image de sport et une image sportive pour toute une région, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Ça part de très loin aussi, sur de véritables vecteurs. Patrick parlait à l'instant du Tour de France. Le vélo est un sport identitaire, comme la voile. Des cyclistes, il y en a tous les dimanches sur les routes bretonnes. On vit à travers le vélo. Alors, on sera un peu sur notre fin cette année, mais quelque chose me dit qu'en 2025, le Tour de France aura un droit de cité en région Bretagne, parce qu'il y aura un très bel anniversaire, je crois, à fêter. Bernard Hinault. Il y aura plusieurs anniversaires à fêter, oui, mais pour l'instant, nous sommes sous embargo. Donc, vous verrez dans les jours prochains... encore une fois de plus, collectivement unis pour faire en sorte que la Bretagne rayonne à travers le vélo, sous plusieurs formes d'ailleurs. Donc évidemment, il y aura l'anniversaire, les 40 ans de la dernière victoire d'un Français et évidemment d'un Breton, Bernard Hinault, au Tour de France. Il y aura, je crois, les 100 ans de Louison Bobet. Aussi. Donc toutes ces femmes et ces hommes qui font en fait le rayonnement de la Bretagne, ces aventuriers, ceux qui vont vraiment au bout. Bon, évidemment, les skippers, ce sont l'image totale de l'aventurier. Donc oui, on s'y prépare tout le temps. Il y a plein d'événements. Après, c'est vrai qu'il y a 3 sports emblématiques, mais les autres deviennent aussi très emblématiques. Vous avez le handball à Brest. Alors c'est sûr que pour nos budgets respectifs, ça devient un peu compliqué. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'est pas seul. On s'unit. On était il n'y a pas si longtemps que ça à défendre le dossier de Concarneau, tous main dans la main, pour faire en sorte que la Bretagne qui est unie et réunie, la Bretagne qui est ensemble, c'est la Bretagne qui gagne. Donc automatiquement, tout le monde gagne derrière. C'est vrai que pour les collectivités, Mal de Calan, le sport, c'est un vecteur, parce que derrière, il y a les écoles de jeunes, c'est le sport de masse pour arriver un jour au sport d'élite. Donc il faut forcément être engagé derrière la discipline sport. Oui, non, absolument. Le sport, c'est bon pour la santé physique et mentale, mais c'est aussi très bon pour le territoire. Et c'est très bon pour le territoire. Vous le mentionniez tout à l'heure, au plan économique, parce qu'il y a des retombées de toutes sortes. Ça crée des emplois, ça crée de l'attractivité. Mais c'est très bon pour le territoire aussi, quand on considère que ces milliers d'associations qui maillent le département du Finistère et la région Bretagne, ce sont souvent les mêmes qui, au plan caritatif, qui animent la commune. Ce sont les mêmes qui font le téléthon, ce sont les mêmes qui font le vide-grenier. Alors, ça a l'air de rien, hein, mais dans une région qui a encore un tissu de villes petites et moyennes dans lesquelles les gens souhaitent vivre, sans notre tissu associatif sportif, je ne sais pas comment on fait. Donc ça fait beaucoup de raisons de soutenir le mouvement sportif. Ce qu'on fait à la fois en finançant des équipements, en finançant aux côtés, et c'est une très bonne chose, d'acteurs privés, des événements. Là, on parle du Tour de la Flamme, mais sur quasiment toutes les courses, tous les événements sportifs qu'on organise, il y a des sponsors privés, des tout petits, l'artisan du secteur, ou des très gros, comme peut l'être BPGO. Puis au-delà des événements et des équipements, on finance aussi les espoirs, les usines à champions. Je parlais tout à l'heure de Port-la-Forêt, où on a un pôle de formation que je pense la France nous envie, et à laquelle on est très attaché, qu'on soutient fortement. Alors on parle justement de l'implication. Sans les acteurs économiques, difficile de monter aussi autant de choses. C'est important pour vous d'être un acteur majeur du territoire, Benoît Cattel ?
Je ne peux pas dire non, hein. Donc la réponse est oui. Et oui, forcément, bien sûr, oui. hein. Mais depuis longtemps. Et voilà. Comment illustrer ça? Je parlais sur les Jeux Olympiques. On n'a pas, tout le monde n'est pas encore client de la Banque Populaire Grand Ouest, hein, mais on a 50 et quelques entreprises du territoire de la Bretagne qui ont gagné des marchés publics dans le cadre des appels d'offres liés aux JO. Et là, c'était il y a 2 jours, on rencontrait un chef d'entreprise, 2 millions de chiffre d'affaires. Il a une micro-niche et il a gagné. Il met des lumières sur le sol et des systèmes qui les permettent de les allumer selon la volonté. Voilà, c'est des petits exemples. Mais il y a le groupe Legendre qui a participé au village Après, il y a olympique. des grosses ETI aussi hein, de la région. Et donc, il y a des entreprises du Finistère. Donc, c'est aussi, derrière le sport, il y a des enjeux, beaucoup d'enjeux économiques. Là, c'est un exemple, hein, mais les rénovations dont vous parlez de stades, ou même les créations de stades, les gymnases, l'accès des personnes en situation de handicap dans ces lieux, il y a énormément d'investissements. Et puis après, il y a ce que l'on fait nous aussi comme entreprise du territoire, c'est-à-dire soucieuse d'accompagner ce qui se passe sur son territoire. Alors, pour ce qui concerne la Banque Populaire Grand Ouest, évidemment, on a 2700 km de côte. Hein. Donc, les banques populaires, 35 ans dans la voile, hein, avec des réussites exceptionnelles. Et nous, on tire le fil. Alors que le bateau est amarré là. Hein. Oui, il est à Lorient parfois, hein, mais il est à Brest aussi. Hein. Ça lui arrive d'être. On vous fera une proposition en fin d'émission. Il faut redécouper le territoire. On trouvera une belle maison à votre team manager. Ah bon. Alors, il y en a qui habitent dans votre département, hein, dans les Grands Marins, hein, beaucoup. Hein. Et en tout cas, je dis ça, mais ce sont des entreprises aussi finistériennes qui contribuent à construire ces bateaux. Donc, il y a toute une économie qui se met derrière. Et puis, au-delà des aspects économiques, il y a comment on tire le fil. Ça va donc des clubs de voile jusqu'à des courses qu'on organise. Hein. Il y a la course de l'Ultime, il y a les îles du Ponant qu'on vient de faire très récemment. Et puis, il y a par extension ce qu'on fait sur le monde maritime, la SNSM, il y a le crédit maritime auquel on est très attaché et qu'on développe. Voilà, il y aurait tellement d'exemples que les 50 et quelques minutes ne suffiraient pas. Comment tous les 4, vous avez diffusé vraiment cet esprit de la flamme olympique et de l'olympisme au sein même de vos équipes? Maëlle de Calan, au niveau du département, vous avez monté des opérations en interne pour entraîner un peu tout le monde? D'abord, on n'a pas dû beaucoup se forcer parce que comme on doit organiser beaucoup de choses, il y a quand même pas mal de gens qui y travaillent. Ensuite, il y a beaucoup de bénévoles qui viennent du conseil départemental, puisqu'il fallait qu'on ait, avec les villes qui sont traversées par la flamme, dont Brest, qu'on aide le comité d'organisation des Jeux à trouver des centaines de bénévoles. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, on a cherché aussi à diffuser un peu ces valeurs de l'olympisme, cet esprit de fête dans toutes nos compétences. J'en prends 2 illustrations très différentes dans les collèges. On a dû désigner des porteurs de flammes. On a organisé un grand tirage au sort pour que des collégiens finistériens puissent porter la flamme. Donc il y en a 2 qu'on a retenus. Et puis un autre exemple, les EHPAD, hein, les maisons de retraite qui sont l'une des compétences des départements. Il y a des olympiades qui ont été organisées un peu partout. Ça a l'air de rien, mais vous parliez tout à l'heure là, de cette petite lueur qu'on observait dans les gens des communes qui étaient traversées par la flamme. Et moi, j'ai vu la même lueur chez des gens de 85 ou 90 ans qui sortaient pas beaucoup de leur maison de retraite et qui étaient mais comme des fous. Alors, c'est pas eux qui participaient aux épreuves sportives. Hein. Les résidents des EHPAD encourageaient, applaudissaient et organisaient ces olympiades, mais c'était extraordinaire. Alors les départements, bien évidemment, l'action sociale comme fléchage numéro 1 un peu en termes d'implication. Vous avez parlé des collèges. Pour la région, ça s'est passé comment? Alors vous, c'est plus les lycées, l'enseignement supérieur et puis plein d'autres choses. Alors la région, comme elle n'avait pas financé la flamme, on a fait le choix... On peut aussi faire une proposition en fin d'émission. Ouais, mais non, c'était bien choisi. Tony Estanguet avait très bien négocié ça. Donc nous, on avait fait le choix en fait de, premièrement, faire comment on fait demain après ce qui se passera derrière la flamme, ce qui se passera derrière les Jeux Olympiques, comment on fait vivre l'héritage. Donc on a décidé avec les comités, les ligues de Bretagne, de faire en sorte qu'ils puissent recevoir cet afflux qu'on espère de jeunes à venir pratiquer le sport. La deuxième, c'était de mettre en avant nos sportifs. On a plusieurs liens, Sport Bretagne, la Maison Régionale à la Performance, etc. Donc on a fait en sorte de les mettre en avant. D'ailleurs, on a travaillé avec TB Sud, TBO, TVRN pour diffuser les pastilles, pour que les Bretonnes et les Bretons puissent découvrir aussi nos athlètes qui vont découvrir et qu'on espère médailler au JO. Et la troisième chose, c'était de se dire, nos agents,
il faut qu'ils fassent du sport. On parlait du sport santé. Dans les lycées, on a des maladies, les TMS, etc., qui fait que... Donc on a décidé de faire des cycles de sport. On a décidé de faire des cycles de conférences, avec les athlètes qu'on finançait notamment. Et il s'avère que ça a très bien fonctionné. Et je crois que l'enjeu que l'on a avant tout, c'est d'avoir une société qui vit, une société qui vit plus longtemps. Et notre jeunesse a besoin de retrouver de l'activité sportive, retrouver le goût pour aller vers le sport. Donc on essaye de mettre des moyens pour faire en sorte qu'ils soient reçus dans de très bonnes conditions et avec une belle envie en fait. Patrick Appéré, Brest s'est mis à l'heure olympique aussi au niveau de la mairie, au niveau des adjoints, au niveau du personnel. Oui, mais nous, on a fait mieux que tout le monde. Là. Nous, on s'est qualifiés pour la Champions League. On s'est dit, les Jeux Olympiques viennent là, il faut qu'on soit en Champions League. Donc voilà, plus sérieusement, ouais, bien entendu que c'est un vrai travail, mais un travail du bonheur, un travail du plaisir. Alors forcément, ce qui coinçait le plus, c'était les questions de calendrier, hein, parce qu'il y a les élections européennes le 9, on a nos fêtes maritimes qui tombent là. Bon, il fallait que à tous les étages de la fusée, les choses se construisent. Il y a, je vous le dis, beaucoup de fatigue là. J'en ai vu quelques-uns aujourd'hui qui se disent vivement lundi ou mardi quand même, pour respirer un peu. Mais c'est exigeant, mais en même temps, c'est une belle histoire. C'est ça qui compte. C'est cette belle histoire et tout le monde a envie de la vivre. Moi, je vois l'engagement dans les écoles primaires, dans l'éducation nationale. Je pense par exemple à l'école Jean de La Fontaine, où tous les profs se sont mis, les élèves s'y sont collés. Ils ont fait la danse olympique, ils ont fait des tas de trucs, ils étaient heureux comme tout. Du côté le parcours passera par le Stade brestois. Donc les écoles qui sont de proximité se sont organisées aussi. Après, on essaye de montrer des choses chouettes. Par exemple, quand vous partez du Moulin Blanc, vous avez là une plage urbaine extraordinaire, très longue. Qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là? Du longe-côte. Ils y sont tous dans l'eau tous les jours. Là, il fait très beau. Qu'on soit jeune ou moins, on a du goût à faire ça. Vous allez voir. Ils vont nous faire ça. Pour demain, vous aurez du longe-côte de belle qualité du côté du Moulin Blanc. Et c'est ça tout du long, avec forcément la Quévren Saint-Marc, qui est chez nous, vraiment un baguette de cœur. Ils sont montés en première catégorie. Ils vont nous jouer à Saint-Marc. Voilà, ils vont nous montrer cette belle musique bretonne, cette culture bretonne auquel on est tous attachés. Et puis, jusqu'au bout, la Marine nationale, très investie. On a beaucoup travaillé avec eux. Je vous rappelle qu'ils ont fait descendre un hélicoptère pour mettre le ballon du match. Ça nous a porté chance, d'ailleurs, cette affaire. Oui, on fait des trucs chouettes comme ça. Et ils vont mettre, eux, ils vont montrer comment eux, ils sont organisés au niveau sportif. Et ils vont nous mettre des athlètes filles et garçons qui vont nous faire des démonstrations du côté de la préfecture maritime. Et ça va être aussi un élément intéressant. Voilà. Et puisque vous avez beaucoup parlé, Patrick, du Stade brestois 29, et c'est bien légitime, je vous invite toutes et tous à prendre le livre de Jackie Le Gall qui raconte vraiment sa vie, son œuvre et son Stade brestois. C'est vraiment remarquable, avec plein de petites anecdotes. Benoît Cattel, comment vous avez fait vivre? Alors j'ai vu que dans certains lieux, il y avait des pistes d'athlétisme directement indoor. Ça a été une volonté aussi de faire partager le sport un peu à vos équipes? Alors, en fait, il faut que je sois très modeste parce qu'on leur a dit, ça y est, on est associé aux Jeux Olympiques. Et après, c'est eux qui ont pris les sujets. Et ils ont été d'une extrême créativité. Même parfois, j'arrivais, je découvrais quelque chose, de dire non, mais là, on va quand même... Et donc, c'était débordant de créativité. Donc, il y a des gens qui ont fait du sport. Ils se sont... des compétitions. Hein. Puis il y en a qui ne faisaient pas beaucoup de sport. Ils ont créé des événements à l'intérieur de la banque, dans leurs agences. Ils voulaient un coach. On leur a dit, oui, voilà, vous aurez un coach. Ils ont fait ça à distance, ensemble, des sortes d'initiation au sport. On a décoré tous nos lieux, comme d'autres banques populaires, mais nous aussi, on a décoré tous nos lieux. Et puis, ils ont fait des manifestations associatives. Et puis, on soutient aussi une dizaine d'athlètes, 10 pour être précis, 10 athlètes. Et donc, c'est devenu des amis entre eux. Ils se sont organisés. Il y en a déjà 6 qui sont qualifiés pour les JO et les Paras, moitié-moitié. Et
Voilà, c'est beaucoup d'initiatives individuelles, de fédérations d'équipes. Et puis, alors vraiment, voilà, je le redis, on est la banque des entrepreneurs. Alors là, ils ont vraiment été entrepreneurs. On leur dit, nous, on est la banque. Mais alors là, ils ont été entrepreneurs. Et c'est de très bon signe aussi pour l'avenir, parce que je saurais me rappeler que quand ils veulent entreprendre, ils savent le faire. Ça, vous l'avez bien dans un coin de votre tête. Jusqu'à aller à faire cet événement incroyable de mettre sur le Maxi Banque Populaire 11 cette flamme olympique. Parce que ça a été un défi. Elle est partie du Pirée sur le Bélem pour arriver jusqu'à Marseille. Et on a vu vraiment cet engouement incroyable. Et surtout, des histoires gravées à vie pour ces jeunes qui ont fait cette traversée. Ça devait être quelque chose de magique. Vous avez eu des échos, forcément? Oui, bien sûr. Donc c'est avec nos cousins des caisses d'épargne, parce qu'on est en équipage sur ces sujets, et on s'est réparti les événements. Et Marseille, c'était, vous avez vu les images, ou peut-être y avez-vous pu y être. C'était une communion. Enfin, c'est quelque chose vraiment d'incroyable. Et puis des choses qui resteront. C'est l'image que vous utilisez. Et je suis assez d'accord. Grand-père en parlera. Il est enfant aujourd'hui, il deviendra grand-père ou grand-mère, et il en parlera. De ces événements-là, je suis sûr que ça va se passer comme ça. J'en ai vraiment la certitude. Et puis là, on va faire un truc formidable. Il y aura évidemment à bord du bateau la flamme, mais il y aura aussi 4 grands, personnalités. Alors, je ne veux pas tout demain, ce sera complètement tout public, mais on me dit que Marie-Josée Pérec pourrait être de l'équipage. Et puis, quelqu'un que vous aimez ici, Hugo, il s'appelle Hugo Rollinger. Voilà, alors ils aiment la voile, c'est une famille de voileux, et lui aime beaucoup la voile aussi. Et donc, j'espère qu'il n'aura pas trop mal au cœur, qui tiendra le choc. Et puis, il faut dormir chacun son tour. Il n'y a pas de place pour dormir tous. Il n'y a pas suffisamment de couchettes. Donc, c'est quand même un truc un peu c'est quand même un truc un peu de sport. Armel dit qu'il va y arriver, il va surveiller le bateau, il va les surveiller en même temps. Mais il va falloir aussi qu'il participe aux manœuvres. Voilà, donc c'est une belle aventure. Et un truc intéressant aussi, c'est que dans le bateau, toutes les banques populaires ont désigné un artisan qui désigne leur région, et chaque région, par l'intermédiaire de cet artisan, va mettre un produit dans le bateau qui va aussi traverser l'Atlantique pour rejoindre la Guadeloupe, et c'est à la fois symbolique et en même temps porteur des valeurs qui animent les banques populaires. Alors vous avez parlé d'Hugo Rollinger, Marie-Josée Pérec, il y a également Alexis Michalik, c'est la culture qui sera embarquée à bord du bateau, et une ancienne Miss France, puisque Marine L'Orphelin sera à bord. Dans quelques jours, vous suivrez une émission, un BPGO TVR Business Club, justement sur la préparation. 2 grands témoins, Ronan Lucas et Sébastien Josse, vous diront tout, parce qu'il a fallu aussi les entraîner, leur expliquer certaines manœuvres à bord, parce qu'ils vont vraiment naviguer. En tout cas, ce sera quelque chose de véritablement incroyable, cette traversée destination Guadeloupe, puis la Martinique, avec un autre équipage. Voilà, entre la Guadeloupe et la Martinique, on change d'équipage. Il paraît que Tony Estanguet souhaitait faire, mais pas trop longtemps. Qui est le parrain du bateau, alors, il a été associé, bien sûr. Oui. Et on n'est pas sûr qu'il ait le mal de mer, donc il ne voulait pas faire la grande traversée. Donc il fera la petite traversée pour... il n'a pas l'habitude. Le canoë, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Bon, en tout cas, Laura Flessel, c'est autre équipage de rêve pour relier vraiment la Guadeloupe à la Martinique. Pour refermer vraiment cette première partie d'émission, car la deuxième, nous serons à quelques mètres du bateau d'Armel Lecléache et de Sébastien Josse. J'aimerais vous entendre sur vos souvenirs des Jeux Olympiques. Quelles sont vraiment les images que vous avez gravées en vous, Pierre Pouliquin? Moi, c'est la victoire de Julie Bresset à Londres. Vélo. Le vélo, ouais, extraordinaire. Et cette reconnaissance à son territoire. L'image, elle est belle. Elle parle des Côtes d'Armor, elle parle de Pluck-l'Hermitage, elle montre un drapeau breton et cette joie qu'elle exprime avec des sourires. Et c'est ce que nous, on cherche aussi quand on fait de l'action publique. Et donc Julie Bresset, pour moi, c'est un des souvenirs, parce que c'était aussi la médaille d'or pour la Bretagne. On en a eu des bronzes, de l'argent, mais je pense que cette fois-ci, la moisson
risque d'être bonne, puisque les premiers sélectionnés en France, ce sont des Bretons, ce sont les membres du pôle de canoë-kayak, ce sont les membres du pôle France que vous avez juste à côté ici. Donc en fait, je crois qu'on est fiers de nos athlètes, et je crois que la plus belle image que j'ai des Jeux Olympiques, elle n'est pas encore passée, elle est dans quelques semaines. Alors en attendant les belles images dans quelques jours, Patrick Appéré, c'est quoi votre image olympique? Eh bien, écoutez, moi, mon image olympique, c'est Faustine Mérey. Faustine Mérey, les médailles d'or, elle est brestoise et elle gagne à Athènes. Et ça, tous les symboles y sont. Et les symboles pour Brest aussi, parce que je rappelle, Franck Jaouen est parmi nous, c'est le président du Pôle France. Première médaille d'or Brest, c'est en 88, avec Jean-Yves Le Desroff et Nicolas Hélard. Après, on a toute une série de médailles. Enfin, voilà, il n'y a pas des Jeux Olympiques qui sont déroulés sans que à Brest. Donc ça fait partie de notre vie, ça. Et à chaque fois, on sait accueillir notre athlète. Et pour finir, les derniers Jeux, l'équipe de handball brestoise, 5 filles dans l'équipe de France, ils reviennent avec 5 médailles d'or. Cléopâtre d'Arles, dans les buts, Cotanéa, etc. Magnifique. On a fait une fête. Enfin voilà, on les a fêtés à l'Arena de façon exceptionnelle avec Gérard Le Saint. Là encore, pour faire le joint entre cette nécessité à la fois d'avoir des fonds publics et puis de l'autre côté d'avoir de l'entreprise qui viennent faire ensemble un événement, une équipe, un esprit qui permet effectivement derrière de créer de l'événement exceptionnel. Et là, ça fait partie de la belle démonstration de ce qu'on est capable de faire ensemble. Les belles histoires qui font l'histoire. Benoît Cattel, votre image olympique? Écoutez, c'est une image qu'on peut encore voir. Et demain, on la verra ici. C'est Marie-Josée Pérec. Elle gagne le 400 mètres. Et elle se lance sur le 200 mètres. Et en fait, ce n'est pas sa course de prédilection dans l'histoire. Elle n'avait pas souvent gagné le 200 mètres et elle avait décidé de faire cet exploit quasi inédit. Et pour moi, le monde s'est arrêté. On était figé. Ça ne dure pas longtemps. Elle court assez vite et 200 mètres, ça passe assez vite, plus vite qu'un porteur de flamme. Et elle gagne. Et vraiment, et on peut demain la saluer. Elle sera là sur le ponton. Et je trouve que c'est un truc extraordinaire. Pratiquement le plus beau palmarès du sport français. Le mot de la fin pour vous, président Maël de Calan, l'image qui vous suit depuis peut-être très longtemps sur les JO? Eh bien moi, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville. J'avais 12 ans, c'était je crois en 92, sauf erreur. Et je ne connaissais pas grand-chose au sport, ni à l'olympisme d'ailleurs. Et vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose, vous prenez conscience que tous les pays du monde sont là, dans un objectif, compétition sportive, avec des règles communes, des valeurs qu'ils vont chercher, ces anneaux olympiques. Et j'avais trouvé ça extrêmement marquant. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on voulait absolument que la flamme olympique passe par le Finistère, que ce ne soit pas uniquement une fête parisienne, si vous voulez, parce que les JO, comme les grandes compétitions mondiales, peuvent déclencher des émotions, une cohésion, un enthousiasme qu'il fallait absolument que le Finistère connaisse. En tout cas, je crois qu'on peut vous applaudir tous les quatre. Vous nous avez fait partager votre flamme sportive et votre amour du territoire. Et puisque nous parlons JO, je vous propose d'écouter Nicolas Namias, le président du directoire de la BPCE, et les membres de l'équipage qui nous attendent sur les pontons avant d'embarquer sur le Maxi Banque Populaire 11. Nous sommes le premier partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi? Parce que notre mission, le groupe BPCE a une mission, c'est d'accompagner les projets des clients, des Français. Et que ce soit les projets les plus simples aux plus ambitieux. Quel plus beau projet en France aujourd'hui que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024? On a été le premier partenaire depuis 2018. Et puis, avec une mission dans le cadre de ce partenariat, c'est de faire vivre la magie des Jeux pour tous et sur tous les territoires. Et pour faire vivre cette magie, nous avons souhaité accompagner tout particulièrement le relais de la flamme. Le relais de la flamme, c'est cette flamme qui traverse tous les territoires de France. 65 territoires, villes-étapes, sur terre, bien sûr, mais également sur mer, à travers le relais qui a traversé la Méditerranée sur le Belém, Caisse d'épargne, d'Athènes à Marseille, et le relais des océans qui part aujourd'hui de Brest pour rejoindre les Antilles à bord du Maxi Trimaran Banque Populaire.
Alors cet engagement fort, c'est peut-être pour laisser un chemin demain après les Jeux? Bien sûr, d'abord, on se mobilise pour la réussite des Jeux et on mobilise toutes nos expertises pour la réussite des Jeux en matière de financement du village olympique par exemple, en matière des opérations de paiement, de la billetterie, plus grande opération de billetterie jamais réalisée au plan mondial, faite avec les paiements du groupe BPCE. Ça, c'est la réussite des Jeux. Mais c'est également inscrire les Jeux dans une forme d'héritage. Et l'héritage que l'on souhaite avoir, c'est fondamentalement faire vivre l'économie du sport en France. L'économie du sport en France, c'est financer et rénover les infrastructures, c'est financer les entreprises du sport, c'est financer l'innovation dans le sport et c'est bien sûr continuer à accompagner les athlètes comme nous le faisons. Alors dans cet équipage de rêve, Marie-Jo Pérec, légende des légendes en France au niveau du sport, la réaction et la question elle est toute simple. Comment vous sentez-vous à quelques heures du départ? Bah écoutez, moi je suis plutôt impatiente parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. On va découvrir justement ce que c'est que traverser l'Atlantique. Alors effectivement, on est bien. Mais on se pose beaucoup de questions. Moi, je pense que je me suis projeté beaucoup d'images dans la tête. Et on verra si tout ce qu'on a rêvé, est-ce que ça se passera comme ça. Mais vraiment, moi, je suis très très heureuse de pouvoir faire de vivre en fait cette belle aventure. Ouais. Car c'est un peu l'aventure de l'olympisme qui se poursuit pour vous. Mais bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, pour nous, les Jeux, c'est universel. Et donc, d'emmener la flamme dans les départements d'outre-mer, c'est important. Ça montre l'unité, justement, de ce que représentent les Jeux pour nous. Et on est ravis, on est fiers. Je trouve que c'est une belle reconnaissance en fait pour l'outre-mer qui a tant fourni d'athlètes dans toutes les équipes de France. Donc la boucle est bouclée finalement et on va vivre ce moment incroyable en veillant bien que la flamme reste allumée. Ça, c'est vraiment l'impératif. Et dernière question, la petite fille qui ramassait des écrevisses en Guadeloupe, qui va revenir sur sa terre avec la flamme. Je pense que là, il y aura une émotion terrible. Hein. Alors, moi, je me prépare vraiment à quelque chose de très, très fort. Je reçois beaucoup de messages, en fait, des gens de la Guadeloupe qui nous attendent avec impatience. Donc, je pense qu'on va vivre un très, très grand moment rempli d'émotions. Ouais. Les nouveaux membres de cet équipage de rêve, le chef étoilé Hugo Rollinger. Je suppose que vous qui adorez la voile, vous adorez les sports nautiques, mais là, c'est une traversée hors norme. Hein. C'est hors norme, ouais, c'est vrai que ça a toujours été un rêve pour moi de traverser l'Atlantique et de faire une vraie transat. Et sur un bateau comme ça, non, mais c'est un truc de dingue, c'est un des bateaux les plus rapides du monde. Et moi en plus qui suis pratiquant de foil, pouvoir naviguer à 30 nœuds sur foil au milieu de l'Atlantique dans les alizés, ouais, c'est un rêve qui se réalise. Ouais. Et en plus pour cette flamme olympique, vraiment c'est certainement l'événement majeur au monde, donc le vivre de l'intérieur c'est magique, c'est du bonus. Oui, c'est transporter cette flamme, ouais, symboliquement c'est très fort, de par ce qu'elle représente, l'unité, la paix et des belles valeurs. En fait, et en ce moment, ça fait du bien de se recentrer sur des valeurs comme celle-ci. Ouais. Cohésion d'équipe, hein, vous êtes sortis tous les quatre avec Sébastien Josse et Armel Lecléache. C'était important hein, de se connaître, de tester ensemble un petit peu la vie à bord. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait vivre un peu des conditions relativement soutenues, parce qu'on a fait des pointes à 45 nœuds, avec une mer un peu formée, de la pluie, du brouillard. C'était un peu hostile, mais non, le bateau est juste dingue. Et non, ça va être génial. Les nouveaux membres de cet équipage de rêve, Alexis Michalik, merci de répondre à quelques heures de ce départ. Comment vous sentez-vous? Un peu comme avant d'entrer sur scène?
Non, pas tout à fait, parce que quand on va rentrer sur scène, on a quand même une responsabilité, on s'est préparé. Hein, on a un texte à dire, on a des choses qui pèsent sur les épaules. Là, en fait, je vais juste arriver et me laisser porter par les ordres d'Armel et de Sébastien. Donc je me sens plutôt comme un passager qui a la chance de rejoindre une aventure extraordinaire. Alors la mer, ça vous connaît aussi, si je vous dis évidemment de Kersozon, on est chez lui ici, hein, et ça vous parle, hein. Bien sûr, ouais, j'ai eu le plaisir de l'interpréter dans le film Flo de Géraldine Danon qui racontait la vie de Florence Artaud. Et voilà, le destin fait qu'on a tourné la scène d'arrivée de la route du Rhum avec Florence Artaud à Pointe-à-Pitre. Et là, je vais vivre cette arrivée de cette course. Bon, on part pas de Saint-Malo, on part de Brest, mais c'est quand même quasiment la même chose. Et on va jusqu'à Pointe-à-Pitre, donc c'est super. Ça va donner des images, mais vraiment pour le restant de vos jours. Et c'est un équipage de rêve bien bâti, parce qu'entre la gastronomie de haut rang, l'olympisme avec Marie-Jo Pérec, avec également Marine L'Orphelin, et puis son implication au niveau de la santé, vous, c'est la culture qui est embarquée à bord, hein. C'est la culture qui est embarquée à bord. Voilà, je représente la culture et j'espère que la culture va pas trop avoir le mal de mer. Mais il y a quand même des chances. Marine L'Orphelin qui nous fait la grande gentillesse de répondre pour votre TVR BPGO Business Club. Ça approche, hein, on y est quasiment. Vous n'avez jamais été aussi près de cette traversée de l'Atlantique. Vous êtes comment ? Bien, bien excitée à l'idée de débuter cette aventure. Plutôt sereine. Un petit peu stressée évidemment, mais le stress n'a pas pris toute la place. Je suis quand même assez sereine, je me sens prête, je me sens bien entourée. On a un super équipage et surtout deux skippers très expérimentés qui nous ont bien rassurés, donc tout va bien. Alors Armel et Sébastien sont très heureux parce qu'ils m'ont confié qu'à bord, il allait y avoir aussi du médical avec vous. Oui, j'espère ne pas avoir à utiliser mes compétences médicales, si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais ça rassure toujours. Mais ça rassure, j'imagine, effectivement l'équipage. Et puis, je ferai de mon mieux s'il y a besoin, évidemment. On a une super trousse de secours, on a été formés aussi aux gestes de sécurité, aux protocoles. Donc on a toutes les armes avec nous pour que ça se passe bien. Et si jamais il y a un petit pépin, on saura gérer ça. Et puis vous jouez vraiment à fond aussi votre rôle d'ambassadrice ? Oui, bien sûr, ambassadrice du relais de la flamme olympique avec Paris 2024. J'ai été présente sur beaucoup d'événements, beaucoup de temps forts. Et puis c'est un honneur, une grande fierté de pouvoir faire partie de ce relais des océans, un relais historique. Vraiment, Paris 2024 a créé beaucoup d'émulation autour de ce relais de la flamme et j'en suis ravie. L'idée, c'était vraiment de mobiliser les foules, les Français. Et pour l'instant, ça marche bien. Les Français sont au rendez-vous et partagent cette joie d'accueillir bientôt les Jeux Olympiques. Et je sais, Marie-Jo nous l'a confirmé, les Antillais ont hâte aussi de nous accueillir. Donc ça va être une très très belle fête avec l'arrivée de la flamme. C'est vraiment un honneur de faire partie de ce relais, de vivre cette aventure et d'accompagner la flamme olympique. Le 9e et dernier invité de cette édition spéciale du TVR BPGO Business Club avec Armel Lecléache. Merci Armel de consacrer quelques instants avant ce départ. 4 équipiers vraiment de choc qui ont été parfaitement entraînés. Qui ont été entraînés, en tout cas on les a sensibilisés à une navigation un petit peu agitée la semaine dernière à Lorient. Ça leur a permis de voir un peu ce que c'était un grand trimaran géant lancé à 40 nœuds. Et puis surtout on les a aussi formés un peu à la sécurité parce que c'est essentiel sur ces bateaux-là de gérer justement tous les problèmes qui peuvent y arriver en espérant qu'il n'y en aura pas. Donc ils ont été, on a répondu à beaucoup à leurs questions et aujourd'hui je pense qu'ils sont un peu moins dans l'appréhension. Alors Armel, votre super passé de skipper, vous avez porté la flamme au Sable d'Olonne, vous serez encore à Brest avec cette flamme et vous allez avoir cette mission incroyable de l'amener vraiment en Guadeloupe d'abord et en Martinique. C'est une responsabilité, c'est quelque chose d'énorme. Il y avait beaucoup d'émotions pour vous lorsque vous avez su que ce projet vous revenait. Ouais, au départ on était même étonnés, on ne s'attendait pas à avoir cette mission nous être confiée. Et puis pendant plusieurs mois le projet s'est construit. Aujourd'hui c'est concret, on est là, on attend la flamme, elle est en train de traverser le Finistère aujourd'hui à un temps génial et c'est une mise en valeur aussi de notre territoire.
Et puis oui, ça va être un grand honneur. Moi, c'est vraiment comme ça que je le prends, d'avoir cette flamme olympique à bord du bateau. On est très fiers, on va être concentré, l'équipage. C'est pas une croisière qu'on va faire, c'est vraiment une transatlantique où tout le monde va participer. Et il faut qu'on arrive à l'heure en Guadeloupe, on est très attendu. Marie-Jo nous l'a dit. Donc il faut qu'on soit là le 15 au matin pour que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes puissent en profiter. Une dernière question, Armel. Cette flamme, elle va faire l'objet de toutes les attentions à bord. Il y en a même 2. Exactement, la flamme principale qui sera dans la zone de vie, là où moi j'ai l'habitude de dormir ou de vivre quand je suis en solitaire. Elle sera bien protégée des vents, des embruns. Elle sera fixée sur un support qu'on a fabriqué avec le Timon Populaire. On aura un œil dessus en permanence, donc ce sera notre équipière privilégiée, numéro 1. Et j'ai pas de doute que tout se passera bien. Merci beaucoup Armel d'avoir accepté de refermer cette émission spéciale Flamme Olympique. Nous étions pour ce TVR BPGO Business Club depuis la cité du Ponant pour un événement hors norme. Ça, vous l'avez bien compris. Merci à toutes et tous.